soir, le chef de l'État est au Maroc au cours de son séjour dans le royaume chérifien. Professeur Alpha Condé a visité quelques installations qui contribuent à booster l'économie marocaine, comme le port de Tanger et l'usine auto de la marque Renault. Et puis nous irons dans le Nabaya où la première dame vient s'aimer la graine de la cohésion sociale. À son arrivée à l'aéroport de Dankama, Adja Diéné Condé a été reçue par une foule à Liès. Enfin, tenu récemment à Paris de la 39e conférence générale de l'UNESCO, notre pays a été représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La rencontre a été marquée par l'élection pour la deuxième fois d'une femme à la tête de cette organisation. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État était hier au Maroc dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le royaume chérifien et la Guinée. Une visite mise à profit par professeur Alpha Condé pour visiter le port de Tangemed, un port en eau profonde et les installations de l'usine Renault. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Tangemed, un port en eau profonde du royaume chérifien. Il est bordé par une zone franche d'activités industrielles et logistiques dans la région Tanger-Tétouan al-Océiman. Après donc avoir pris part à la 10e édition du Forum Médé 2017, le président en exercice de l'Union africaine arrive dans la zone portuaire. L'objectif est de visiter toutes les installations de ce plus grand port en Afrique, situé dans le nord du Maroc, à 40 km de l'est de Tanger sur le détroit de Gibraltar, en Méditerranée. Une occasion pour professeur Alpha Condé qui, après avoir signé dans le livre d'or de ce port, est venu sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. Partout, le président Alpha Condé a fait le tour de ce port situé à 14 km à peine des côtes espagnoles et qui se trouve aujourd'hui sur la voie de passage du commerce maritime mondial Est-Ouest entre l'Asie et l'Europe et l'Amérique du Nord. Grâce à cette position stratégique, Tangemed est devenu une plateforme logistique aux portes de l'Europe en jouant sur le fonctionnement de la production en juste à temps. Le port est situé sur la seconde voie maritime la plus fréquentée au monde, le détroit de Gibraltar, avec plus de 100 000 bateaux par an. Nous voici maintenant à l'usine Renault-Nissan Tanger, un site industriel du groupe Renault situé dans la commune de Meloussa, près de Tanger. Ici, le président de la République arrive également pour visiter toutes les installations de cette usine qui a été inaugurée depuis le 9 février 2012 par le roi Mohamed VI. À travers donc cette vidéoprojection, les responsables de l'usine Renault-Nissan Tanger ont brièvement expliqué au président Alpha Condé toutes leurs activités. Des activités qui, selon eux, ne font que s'accentuer, car depuis le 10 juillet 2017, l'usine est parvenue à atteindre une capacité de production d'1 million de véhicules en l'espace de 5 ans. Partout dans cette usine, les responsables ont montré au chef de l'État les modèles Dacia fabriqués ici comme Docker, Sandero et Lodji, vendus au Maroc ou exportés principalement vers l'Europe, l'Afrique et la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Sur ce site, professeur Alpha Condé s'est fortement réjoui de l'évolution rapide en 5 ans de cette usine Renault-Nissan Dacia de Tanger, avant de quitter. Dans le reste de l'actualité, la période d'étiage en Guinée, c'est pour bientôt et l'eau commence déjà à se faire rare dans nos barrages hydroélectriques. Selon les spécialistes, si le phénomène persiste, la desserte en électricité pourrait être affectée. Notre spécialiste Maison Nabi Kamara s'est rendu sur le site du barrage hydroélectrique de Kaleta. Voici son constat. Le barrage de Kaleta est une centrale hydroélectrique qui fonctionne au fil de l'eau. Pendant l'hivernage, il est alimenté par les eaux de pluie et celles des affluents du fleuve Concouré situé en amont. Ces eaux sont accumulées dans un réservoir de 350 mètres de côte pour turbiner avant de faire des lâchers dans le lit mineur du fleuve Concouré. À quelques jours du début de la période d'étiage, prévue pour le 15 novembre 2017, le niveau des eaux a suffisamment baissé dans le réservoir de Kaleta. Nous sommes à la hauteur 109.55. Pour que l'eau déverse, c'est lorsqu'on est à 110.00 jusqu'à 110.25. Et le plein, c'est jusqu'à 111. Mais actuellement, on est à 109.42.50-55. C'est pour la raison pour laquelle l'eau ne déverse pas. Au moment que l'eau déversait, les 3 groupes étaient sur le réseau. Voilà.
Les 3 groupes étaient synchronisés en même temps, 24 heures. Ces phénomènes naturels, mais trop hâtifs cette année, devraient se répercuter sur la desserte en courant électrique dans les villes alimentées par le barrage de Caleta. Pendant l'étiage, là, au moment où la quantité d'eau n'est pas suffisante, il y a une exploitation coordonnée du barrage de Garafiri qui a une retenue importante et le barrage de Caleta. Donc en ce moment, c'est le barrage de Garafiri qui alimente le barrage de Caleta. Il faut donc mettre à concours les centrales thermiques. Le barrage hydroélectrique de Caleta produit 240 MW. Il est fonctionnel depuis le 28 mai 2015. Fin à Conakry de l'atelier régional sur le contrôle douanier des produits pétroliers de l'importation à la distribution organisé à l'initiative du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest. La rencontre a regroupé des représentants de l'ensemble des pays de l'UEMOA en plus de la Mauritanie et de la Guinée. Alassane Diogobari. Rencontre de Conakry s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de capacité des administrations douanières de l'Afrique de l'Ouest en matière de mobilisation et de sécurisation des recettes. Au terme des travaux, les séminaristes venus des 8 pays de l'UEMOA plus la Mauritanie ont planché sur le contrôle des flux des produits pétroliers de l'importation à la distribution. À terme, ce séminaire permettra de prendre conscience de l'importance de la surveillance douanière sur les dépôts pétroliers et d'accorder une vigilance accrue au contrôle des produits distribués en régime d'exonération. La lutte contre la contrebande, la gestion des stocks, le suivi des cargaisons, le contrôle après dédouanement des produits, telles sont les questions communes sur lesquelles les séminaristes avaient des interrogations réciproques. Je voudrais donc vous remercier pour la qualité du rapport que vous venez de présenter, ce qui témoigne à suffisance la richesse des débats qui ont eu lieu ici ces derniers jours. Je ne suis pas du tout surpris parce que lorsqu'il s'agit d'un séminaire régional, en tant que directeur général des douanes, je sais sur qui porter le choix parce qu'il s'agit là de rehausser le niveau et l'image de mon pays. C'est le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac, basé à Abidjan, qui aura initié ce forum avec la participation de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED. Les produits pétroliers représentent un enjeu majeur dans nos économies. Au-delà de l'aspect purement douanier, vous avez l'aspect politique, j'allais même dire géopolitique, et toutes les questions sécuritaires qui en découlent. J'ai été très content que vous en ayez pris conscience. Vous, qui êtes les gendarmes de nos économies ne sont rien sans les services de douane. À noter que les pays membres présents étaient classés en 3 catégories, chacune des catégories disposant d'un régime douanier spécifique. De leur côté, les acteurs maritimes et portières de la Guinée sortent d'une semaine d'apprentissage technique. 2 instruments spécifiques sur la manutention, le transport et la gestion des marchandises et du vrac étaient au menu des travaux. Des normes que tous les pays membres de l'OMI sont amenés à appliquer selon les conventions. Abdul Karim Kamara nous signe ce reportage. Tous les pays membres de l'Organisation maritime internationale s'activent à minimiser les risques liés à la manipulation des marchandises. En Guinée, l'exercice porte sur 2 codes des activités maritimes et portuaires. 6 jours ont permis aux acteurs du secteur de s'imprégner de la dangerosité de certains produits au cours de leur manutention, transport et entreposage. Ce sont des liquides et solides inflammables, mais aussi des corrosifs. Je crois que le respect de ces diverses conventions, de ces divers textes qu'on a examinés cette semaine, sera un point fondamental pour sécuriser ces exportations, donc ces sources de revenus et d'exploitation
harmonieuse de ces richesses. Les conventions de l'Organisation maritime internationale exigent de tous les pays membres l'apprentissage et l'application de l'esprit de ces instruments. Des conventions dont les chemins sont progressivement balisés depuis l'avènement de la Troisième République en Guinée. Il y a beaucoup de réformes à faire. Il n'y a pas très longtemps que nous avons reçu les experts, n'est-ce pas, les gardes-côtes américains, qui tentent tant bien que mal à nous aligner parmi les meilleurs ports, cette fois-ci du monde. Parce que la réglementation n'est pas suivie, le code maritime également. Et donc nous sommes en train de mettre tout ça en œuvre pour que nous confortons notre position d'être parmi les meilleurs ports de la sous-région. Selon l'Organisation maritime internationale, ses relations avec la Guinée sont excellentes. La rencontre de Conakry a mobilisé la marine marchande, le ministère de l'Environnement, le port autonome de Conakry et la société Winning. Après le Sénégal, le Cameroun, les cadres guinéens évoluant dans le domaine de l'environnement s'approprient des notions sur la formulation de projets pour une gestion durable des forêts. La mesure vise à permettre à ces cadres un accès plus souple aux fonds multilatéraux, à savoir le Fonds vert climat, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds d'adaptation. Des précisions avec Bosman. L'essentiel du quotidien de l'homme provient de la forêt. La préservation de ce patrimoine demande de gros moyens. Les acteurs impliqués dans la gestion de l'environnement sont outillés par le gouvernement guinéen afin qu'ils puissent accéder aux fonds multilatéraux destinés aux pays en voie de développement. Fonds vert climat, Fonds pour l'environnement mondial, Fonds d'adaptation. L'accès à ces ressources financières nécessite une formulation de projets bancables. À chaque conférence, on s'est rendu compte qu'il y a des fonds dans le monde entier avec le FEM et beaucoup d'autres structures, mais dont nous n'avons pas accès. Mais pourquoi? C'est parce que les gens n'ont pas la capacité de la formulation et de soumission des projets. Nous avons demandé lors des conférences de nous appuyer dans ce sens. Et là, Dieu a voulu que les gens ont compris, on nous assiste dans ce sens. Après 5 jours d'échange, ces cadres ont pu s'approprier les mécanismes susceptibles de débloquer des fonds pour une gestion durable des forêts. Dans la plupart des cas, lorsque les gens font des projets, ils les envoient aux bailleurs de fonds, il n'y a pas de réponse. On ne sait toujours pas pourquoi il n'y a pas de réponse. Alors, ces 5 derniers jours m'ont personnellement permis donc de comprendre pourquoi une requête de projet ne pourrait pas avoir de réponse. Il y a donc eu un renforcement de capacité dans l'analyse du processus d'élaboration d'un projet. Je lance un appel pressant aux participants afin de traduire dans les faits les résultats de la formation reçue afin que les objectifs de nos politiques en matière de sauvegarde de l'environnement et des forêts soient atteints à l'effet de contribuer à l'amélioration effective du bien-être des populations guinéennes. Après la formation, ces acteurs doivent élaborer un rapport sur des idées de projets pouvant servir de base pour la formulation à soumettre aux bailleurs de fonds. La Guinée est le 3e pays africain à doter ses cadres de ces notions après le Sénégal et le Cameroun. Un nouveau programme pour renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises et les toutes petites entreprises. C'est une initiative du cabinet Intellect Consulting et Veller Mining. Ce programme doit permettre aux petites entreprises d'accéder au marché et au financement. Algassi Mouba pour en savoir davantage. Ils sont chefs de petites et moyennes entreprises. Après un constat sur les difficultés d'octroi de marché et de financement, ces entrepreneurs développent un programme de renforcement des capacités des PME. Cela dans le but de créer des conditions d'éligibilité et de la prospection commerciale. On a fait une réflexion qui était de dire que parfois il manque à ces entreprises des choses que l'on pourrait leur donner. C'est ainsi qu'Intellect est intervenu pour dire que nous avons des formations, nous avons des stratégies de développement et d'organisation, nous avons une technicité, nous avons une expertise qu'on pourrait mettre à la disposition de ces entreprises qui pourraient dans un premier temps postuler à des marchés, remporter ces marchés et surtout
exécuter ces marchés dans les normes. Cette rencontre est une manière pour ces entrepreneurs de mettre en place une synergie d'action pour le renforcement des capacités des petites, moyennes entreprises locales. Une façon de répondre aux cahiers des charges qui leur sont soumis. Dans le processus de production, il y a une adéquation de la formation, de notre politique nationale de formation et de notre politique d'éducation. Ce sont ces conditionnalités-là qui vont permettre aux entreprises d'avoir la possibilité d'accéder au financement et deuxièmement d'accéder à la commande publique et privée. À travers ce projet d'appui aux petites et moyennes entreprises, la Banque mondiale appuie les PME du pays. Il capte aussi des opportunités d'affaires auprès des investisseurs privés. Autre titre de l'actualité, la première dame dans Nabaya Hadja Diéné Condé est à l'écoute des populations, mais surtout le réaffirme l'attachement de son époux à renforcer la cohésion sociale en Guinée et particulièrement dans cette région. Manga Mori Kamara, Maurice Sidibé, envoyé spéciaux. C'est à 11h20 que l'avion transportant la première dame de la République a atterri à l'aéroport de Diankana, situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Kankan. Ici, les populations ont réservé un accueil chaleureux à l'épouse du chef de l'État. De l'aéroport, Mme Diéné Condé s'est rendue au siège du RPG Arc-en-Ciel. Les sages ont lu le Saint-Coran pour le renforcement de l'unité et l'entente mutuelle entre les Guinéens. C'est une occasion comme ça aujourd'hui pour nous au siège. Quand il y a du monde, prier et demander à Dieu d'aider ce parti RPG Arc-en-Ciel, d'aider son premier responsable qui est Alpha Condé, d'aider les Guinéens d'avoir une vie meilleure, de protéger Kankan, protéger ces Guinéens-là. C'est une manifestation de l'unité, de l'union de tous les jeunes du RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes très heureux de voir ce mouvement autour de la Première Dame qui a fait le déplacement pour venir apporter son soutien, ainsi que le mien, à la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. Cette mobilisation des populations de Kankan est saluée par la Première Dame de la République. Mme Diéné Condé a invité toutes les couches sociales à œuvrer pour le renforcement de la paix et la quiétude sociale. C'est toutes les sections qui se retrouvent ici, la jeunesse, pour dire non à la violence, dire oui au programme du président de la République, faire en sorte que les jeunes se donnent la main et s'il y a des revendications, ce n'est pas dans la violence que ça se fait. Et comment faire pendant ces 3 jours, parce que c'est un forum, comment faire pour que la jeunesse se donne la main, comment faire pour construire, pour que la jeunesse se retrouve dans le programme, point de vue emploi et j'en passe. Déjà, la ville de Kankan s'apprête à abriter dès demain dimanche le forum régional de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. Un forum qui regroupe plus de 80 jeunes des 21 sections du parti dans la région. Dans la mise en œuvre du projet pilote de la cohésion sociale, l'Église catholique, en collaboration avec WANEP, met en place la coordination des jeunes ambassadeurs pour la paix au nombre de 40. Ces jeunes vont désormais sensibiliser sur les mécanismes de résolution des conflits dans les communes de Ratouma, Matoto et Matama. Saint-Martin Fancinadouno. L'Église catholique de Guinée, à travers sa structure humanitaire OCPH, s'engage à promouvoir la paix. En collaboration avec la coordination de WANEP, elle met en œuvre le projet de cohésion culturelle. Ce projet va déployer une quarantaine de jeunes appelés ambassadeurs de la paix dans les communes de Matoto, Ratoma et Matam. Les jeunes, nous faisons d'eux des missionnaires auprès des autres jeunes. Car entre eux, ils savent mieux communiquer, ils parleront de la paix, mais aussi ils s'efforceront tous les jours à vivre en homme de paix. Donc voilà pourquoi on fait des ambassadeurs, des missionnaires potentiels pour la paix, pour que notre Guinée, qui nous appartient à nous tous,
soit vraiment un havre de paix. Les jeunes sont souvent au devant des scènes de violence en Guinée, c'est même le cas général en Afrique. Nous voudrons donc inverser cette tendance. Nous voudrons que nos jeunes en Guinée soient désormais les acteurs de paix et non des auteurs de violence. Donc c'est pour cela que nous avons donné la formation en termes d'éducation à la paix et à la non-violence pour que ces jeunes à leur tour essayent de sensibiliser leurs pairs dans les quartiers pour que les jeunes cessent d'être les auteurs de violence, pour qu'ils s'engagent, d'où le nom de jeunes ambassadeurs de la paix. Ces jeunes forment désormais la coordination de la paix pour leurs pairs. Ils devront monter des sketchs pour amener leurs cibles à cultiver la tolérance et les vertus civiques. Ce combat est mené au quotidien par le partenaire de l'Église catholique, CRS. C'est une opportunité pour nous de passer des messages de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, et aussi c'est eux qui sont l'avenir de notre pays. Ils vont faire des activités éducatives, ils vont faire des activités culturelles, ils vont aussi faire des matchs pour passer des messages de paix, de mitigation de conflits et de gestion de conflits dans les communes et communautés. Désormais, je sais c'est quoi la paix. Donc, pour connaître la paix, d'abord, il faut connaître les conflits. Donc, on est informé de cela, on a les outils. On va commencer par nos différentes familles à les sensibiliser. C'est un projet pilote qui sera exécuté en 2 ans. Il permettra à ces jeunes ambassadeurs de la paix d'inviter les différentes composantes de leur communauté à œuvrer en faveur de l'amour et de la concorde entre les Guinéens. Tenue récemment à Paris de la 39e conférence générale de l'UNESCO, la délégation guinéenne était conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, occasion pour Abdoulaye Baldé de rendre hommage à l'institution suite à l'élection pour la 2e fois d'une femme à la tête de cette organisation. Tabansila. Pour la 2e fois consécutive, une femme est élue à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture, UNESCO. À 45 ans, l'ancienne ministre de la Culture de François Hollande, Audrey Azoulay, succède à la Bulgare Irina Bokava. Les enjeux que porte l'UNESCO sont des enjeux qui sont centraux si la communauté des nations veut atteindre l'agenda 2030 et prévenir les conflits. Parce que c'est par l'éducation, c'est par la culture, c'est par les sciences, c'est par la défense des libertés que nous agirons dans le long terme efficacement. Elle a été installée lors de la 39e session de la conférence générale de l'institution à Paris, un événement qui a connu la présence de tous les pays membres de l'organisation, notamment la Guinée. À la tête de la délégation guinéenne, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Baldé, a porté haut le message du gouvernement guinéen. La République de Guinée, par ma voix, voudrait apporter aux éminents représentants des États membres de l'UNESCO le salut fraternel et amical du peuple de Guinée, du gouvernement guinéen et tout particulièrement du professeur Alpha Condé. Il m'est ainsi agréable, au nom de la délégation de la République de Guinée, de féliciter chaleureusement Madame Zour Alawi, présidente de la conférence générale, pour sa brillante élection. Par la voix de son représentant, la Guinée a rendu un hommage aux organisateurs de la session et à la nouvelle équipe dirigeante de l'UNESCO. Notre délégation adresse ses sincères félicitations à Madame Audrey Azoulay pour sa brillante élection en qualité de directrice générale de l'UNESCO par le Conseil exécutif et la réassure de notre soutien total. La République de Guinée se félicite du soutien de l'UNESCO pour le choix de Conakry, capitale mondiale du livre, en 2017. La Guinée, comme plusieurs pays du monde, regorge des réserves inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une occasion pour la représentation guinéenne de rappeler la portée de ses acquis. Nous restons mobilisés autour des projets phares de conservation des réserves de la biosphère des Monima, des réserves de la forêt de Ziama, du parc national du Haut-Niger et du parc national du Badia, ainsi que la conservation du fameux Soso-Bala et de son espace culturel placé sous la tutelle de l'UNESCO. Puisqu'il s'agit de l'éducation, de la science et de la culture, la rencontre a connu la participation de plusieurs universités africaines et guinéennes, notamment l'université Nongo Conakry, UNC.
Dans l'actualité également, nous sommes le 11 novembre, le monde célèbre l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale à Conakry, sur le cimetière de Boulbiné qui a servi de cadre à la cérémonie où Français et Guinéens se sont recueillis sous la tombe du soldat inconnu. Sergent Lamine Sanakamara, il est correspondant de la presse militaire. Le 11 novembre de chaque année, la France honore ses dignes fils tombés au champ d'honneur, armes à la main, pour une cause noble et juste, ainsi que ceux de l'Afrique qui ont combattu et perdu leur vie à ses côtés pendant la Première Guerre mondiale. C'est à travers une cérémonie de prière et de recueillement ici, au cimetière de Boulbiné, que les hommages sont rendus à la mémoire de ces braves soldats. Nous sommes là pour nous incliner devant la mémoire de tous ces hommes qui ont tout bravé pour nous enseigner que rien ne vaut que la paix. Le 11 novembre, c'est la fin de la Grande Guerre mondiale et qui a connu la participation des 5 continents du monde, parmi lesquels nous avons des Africains, donc des Guinéens, qui ont perdu leur vie dans ce combat. Je pense que c'est une leçon que nous devons inculquer aux générations futures pour leur dire que rien ne vaut que la paix, la concorde nationale. La mobilisation de la hiérarchie militaire pour la commémoration de cet événement historique témoigne de sa volonté de renforcer les liens de coopération et d'amitié entre Paris et Conakry dans le domaine militaire. Je souhaitais aussi rendre hommage aux soldats guinéens qui ont donné leur vie au cours de cette période tragique de l'histoire de France, d'Europe et du monde. Il faut garder en tête ce message qui est celui de ce sacrifice et du sens de ce sacrifice. Et je crois qu'il est vraiment très important de ne jamais oublier cette tragédie, de ne jamais oublier tous ces morts, et parce que nous devons préserver ce qui est le plus précieux pour nous, c'est-à-dire la paix, la concorde. Les soldats d'origine africaine appelés tirailleurs sénégalais se sont pleinement investis durant ce conflit mondial. Une guerre qui a fait au total 18 millions de morts, de blessés et de mutilés. La Guinée, fidèle à sa tradition de grand contributeur de troupes, était très active au cours de cette conflagration mondiale. Célébration aussi à Conakry du 28e anniversaire de la chute du mur de Berlin, un événement célébré à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Conakry, une occasion de rappeler les différents acquis de la coopération guinéo-allemande. Fatima Diallo, Lansana Bissiri Bangoura. À travers cette journée commémorative du 9 novembre, le personnel de l'ambassade revisite son passé tout en rappelant les acquis diplomatiques. Nos relations bilatérales ont aussi profité de la collaboration des présidences. À noter, faut-il, la rencontre de Madame la chancelière Merkel et de Monsieur le Président Condé en juin, la tenue de la première table ronde des entrepreneurs de nos deux pays, probablement depuis l'indépendance à Berlin en juillet, et l'adhésion prévue de la Guinée au Compact with Africa. Hors de ce cadre, je me réjouis également d'une extension de notre coopération traditionnelle concentrée sur le développement dans le secteur de la sécurité. La problématique de l'immigration s'est invitée à cette fête. Avec l'appui de l'Allemagne, la Guinée entend renforcer sa politique antimigratoire et encourager les initiatives nationales de promotion de la jeunesse. S'agissant des relations guinéo-allemandes, j'ose affirmer qu'elles sont au beau fixe depuis l'établissement de nos relations diplomatiques. L'Afrique établit un lien de cause à effet entre l'immigration et le manque de développement. Comment intéresser les jeunes Africains à rester sur le continent? Comment valoriser le potentiel des jeunes Africains par des gouvernements de ce continent, d'où le thème de l'Union africaine pour l'année 2017, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. C'est pourquoi Son Excellence Monsieur le Président de la République, président en exercice de l'Union africaine, en panafricaniste convaincu, prône une Afrique forte, unie, prospère, stable et émergente, capable de s'autofinancer afin d'atteindre ses objectifs de renforcement de l'état de droit et des services de base, notamment celui de l'éducation, la santé, l'agriculture, pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et les investissements dans les infrastructures et l'indépendance énergétique. Aux côtés de la représentation diplomatique, ambassadeur accrédité en Guinée, partenaire au développement, haut cadre de l'administration et amis de l'Allemagne ont partagé les moments forts de cette fête. L'orchestre Afro-Groove de Maître Barry a donné un cachet particulier à cette traditionnelle fête.
Enfin, en plus bref, sport foot, le Maroc et la Tunisie viennent compléter le nombre de pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2018. Des pays africains, j'allais dire, les Lions de l'Atlas ont dominé cet après-midi à Abidjan les éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 2-0 et la Tunisie a validé son ticket malgré match nul hier contre la Libye et les poulains de l'AP Bangoura ont été corrigés par la RDC 3-1 au stade des Martyrs de Kinshasa. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.